Bonsoir et merci de vous informer par ce 19h45 de la télévision Labari que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Les usagers des voies aéroports sur la route de l'aéroport et Niamey, sur la route de Dosso et Niamey 2000 peuvent se réjouir. Le président de la République, Mohamed Bazoum, vient en effet de lancer solennellement les travaux de construction de ces voiries urbaines. Et c'est une grande cérémonie qui a été organisée pour célébrer cet événement, mais aussi célébrer la collaboration entre le Niger et la BOAD sur ce projet. Y étaient nos reporters Boubacar Ibrahim et Sadou Toumi. C'est dans l'esprit de ce qu'il appelle désormais son engagement politique ou sa logique philosophique que le chef de l'État procède ainsi, après bien sûr le lancement et la réception de quelques routes à l'intérieur du pays, au lancement des travaux de voirie dans la ville de Niamey. Adapter les réseaux routiers de la ville à sa stature, rendre moins pesante la mobilité et améliorer la qualité de vie des habitants, c'est entre autres objectifs affichés à travers la première phase de cette nouvelle initiative pour la capitale nigérienne. La partie rond-point aéroport, bienvenue Niamey. Ce problème est causé par les gros porteurs qui doivent accéder à la douane qui se trouve en pleine zone urbaine, par l'insuffisance de la largeur de la chaussée qui ne fait que 7 mètres, avec un niveau de dégradation avancé. Cette voie crée beaucoup de dommages aux usagers, surtout en saison pluvieuse. La sortie de Niamey vers Dosso, RN1 Est, une fois aménagée, aura les caractéristiques suivantes. Du rond-point aéroport au rond-point Soni Loga, une chaussée de 9 mètres en béton bitumineux, de part et d'autre du TPC, un trottoir en pavé de 1,5 mètre au bord de chaque chaussée, l'éclairage et Dans l'allocution qu'il a prononcée, le vice-président de la Banque ouest-africaine de développement BOAD s'est dit heureux pour avoir associé son institution de la réalisation du projet. Je voudrais vous remercier d'avoir associé la BOAD à cette importante opération qui concerne deux projets majeurs en cohérence avec le plan de développement économique et social PDES 2022-2026 du Niger et le plan stratégique de l'IBA 2021-2025 de la BOAD. Dans son discours de lancement, le ministre de l'Équipement a indiqué les caractéristiques et les montants alloués pour la réalisation. Population de Niamey. Les travaux, objet de la présente cérémonie, constituent la première phase du programme dédié de la ville de Niamey par le président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum. Cette phase comporte des travaux neufs, des travaux de réhabilitation et des travaux d'entretien courant. Le coût global du projet est de 50 milliards 837 millions 704 599 hors taxes, financé par la BOAD et l'État du Niger. Après le lancement officiel de ces travaux, Bazoum Mohamed s'est livré en ces termes. Nous avons pris l'engagement de moderniser nos villes, de rendre la mobilité plus facile dans nos villes, de faire en sorte que les citoyens s'épanouissent, notamment dans leurs déplacements. Ces artères, notamment celles où nous sommes et celles de l'aéroport, sont connues pour leur caractère totalement inapproprié aujourd'hui. Elle relève d'un autre âge, la ville a grandi et les exigences de mobilité sont devenues totalement autres que celles qui prévalaient lorsqu'on les avait construites. Nous avons besoin d'être au niveau des besoins d'aujourd'hui et elles sont conçues et elles seront réalisées de façon à être en adéquation avec les exigences de la ville de Niamey aujourd'hui. Le Niamey-Niala, c'est une route qui ne date pas de longtemps, mais qui n'a pas été, dont la construction n'a pas été efficiente. Nous la reprenons en tirant les leçons de la construction antérieure et en faisant en sorte qu'elle soit beaucoup plus apte à faire face à la circulation qui aura cours. Puis nous aménageons la corniche de façon à lui conférer un tout autre statut. Cette partie de la ville de Niamey va être beaucoup plus attractive. Nous comptons poursuivre ce programme avec des aménagements sur le quartier Combo. Là également, nous aurons vraiment une autre philosophie et nous aurons une ville qui va se restructurer autour de cet espace-là
qui sera très moderne, très écologique, très attractif. Voilà nos ambitions. Rappelons qu'à l'occasion toujours de cette cérémonie de lancement, le ministre de l'équipement Gado Sabo Mokhtar dans son discours n'a pas aussi manqué d'inviter la population et les usagers à faire preuve de compréhension pour la bonne réalisation de ces infrastructures. Un ouf de soulagement pour les usagers de ces voiries urbaines sans doute. Mais on peut dire autant pour les personnes déplacées de la région de Tillabéri, dont la situation continue de se dégrader au jour le jour. Selon en effet le dernier bulletin de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies OCHA, plus de 23 000 personnes ont été recensées à la date du 22 juillet 2023. Le gouvernement et les partenaires disent s'activer pour porter assistance à ces personnes. Suivant le résumé de ce bulletin avec Hassan Saleh Mustafa. Le mois de juillet 2023 a été très mouvementé dans la région de Tillabéri où les attaques de groupes armés opérant dans la zone de 3 frontières se sont multipliées. Ces violences perpétrées par des éléments présumés de groupes armés non étatiques GAN dans la bande sud-ouest du Niger ont entraîné malheureusement des déplacements massifs des populations vers des localités un peu plus sûres pour se mettre à l'abri. Environ 13 000 personnes se sont déplacées de plusieurs villages et hameaux depuis le début du mois de juillet à aujourd'hui, indique la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies OCHA dans son nouveau bulletin sur la situation des personnes déplacées en date du 21 juillet 2023. Parmi ces personnes déplacées figurent 2140 personnes issues de 321 ménages qui ont vu leur village, à savoir Diapanga et Bella Fulbe, en réaction à l'assassinat de 4 personnes, dont une femme au cours du week-end du 22 juillet 2023, précise OCHA. D'autres personnes, estimées à 6025, soit 966 ménages, se sont déplacées dans la ville de Torodi. Plus de 4046 personnes issues de 578 ménages se sont installées quant à elles à Makolondi, à quelques encablures de la frontière avec le Burkina Faso. L'abandon des terres agricoles à la suite de ces déplacements pose un défi majeur pour les communautés selon OCHA, car l'agriculture est leur principale source de subsistance, particulièrement pendant la saison de semences, comme c'est le cas actuellement. Pour s'enquérir des conditions des personnes déplacées, le 22 juillet 2023, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation s'est rendu à Torodi. Il s'est agi pour le ministre Hamadou Souley d'exprimer la solidarité des autorités nigériennes envers toutes ces personnes affectées par les violences et les déplacements. Devant les nombreuses personnes déplacées internes, le ministre de l'Intérieur a annoncé une assistance d'urgence comprenant des vivres et des articles de première nécessité. De leur côté, les acteurs humanitaires redoublent également d'efforts pour apporter une assistance immédiate aux populations touchées en se concertant sur les secteurs vitaux tels que l'alimentation, des soins de santé et des abris. Cependant, l'accès aux zones affectées reste entravé par l'insécurité et l'état de route, ce qui limite la capacité de fournir une réponse plus complète, s'indigne OCHA. Ainsi, au total, les services de l'état civil ont recensé à la date du 22 juillet 2023 23 071 personnes déplacées internes, soit 2260 ménages qui sont répartis comme suit. Ouro Djalajo, 13 000 personnes, soit 1533 ménages. 4046 personnes, soit 578 ménages à Makolondi et Niamey, 256 personnes, soit 31 ménages. Les mouvements de population se poursuivent, précise OCHA, depuis la commune de Ouro Djalajo vers d'autres communes et départements. Actuellement, on estime que 95 personnes originaires de Ouro Djalajo se sont installées dans la commune de Yuri, département de Kolo. De plus, toutes les populations des villages de Tchanchanga, Fulbe, Tchanchanga, Rimebe et Ouro Barké auraient été déplacées vers les communes de Makolondi et de Torodi, indique OCHA. Les services de l'état civil sont en train de recenser ces populations déplacées.
Par ailleurs, certaines personnes seraient en train de retourner à Niamey car ne pouvant pas rejoindre Oureguelajo à cause de la barrière naturelle du Goroubi, un affluent du fleuve Niger qui divise la commune en deux parties Nord-Ocha. Après tous ces détails, les besoins en céréales de toutes ces personnes recensées sont estimés à environ 110 575 tonnes de vivres par mois. Depuis le 12 juillet dernier, le gouvernement nigérien a mis à la disposition des déplacés du département de Saï 85 tonnes de vivres. Et dans le même temps, une mission de la CEDEAO est prévue pour être dépêchée dans 3 pays de la sous-région en transition militaire. Il s'agit du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée-Conakry. Cependant, selon l'analyste Issoufou Boubacar Kado, cette mission n'a aucun intérêt dans ces pays. Elle doit plutôt aller dans les autres pays de la CEDEAO en mauvaise gouvernance afin de les sensibiliser sur la bonne gestion. Issoufou Boubacar Kado que je vous propose de suivre. Les pays en transition, là, c'est des jeunes c'est des jeunes officiers qui ne sont pas bêtes. Ils savent d'où ça vient l'idée. À partir du moment où c'est le président français qui donne le ton, ils n'auront jamais confiance à une telle délégation. Elle va aller, certainement, ils vont les écouter par courtoisie, mais ils ont à tracer déjà leur programme. Le programme, par exemple, au Mali, ils ont déroulé un programme où ils ont convoqué comment on les appelle là, une conférence pour la refondation de la République, qui les a permis de rédiger une nouvelle constitution qui a été récemment adoptée en référendum. Elle a été promulguée par le chef de l'État. Bientôt, en 2024, ils vont aux élections. Donc cette mission de la CEDEAO aussi, elle va, je ne sais pas ce qu'elle va dire aux Maliens. Le Mali la CEDEAO a toujours combattu ce programme. Depuis qu'ils ont convoqué leurs assises pour la refondation de la CEDEAO, les a combattus. Vous n'êtes pas sans savoir, il y a même eu des mercenaires qu'on a envoyés pour renverser le régime, ça n'a pas donné. Il y a eu plusieurs tentatives de les renverser. Quand des jeunes gens qui dirigent un pays sont en harmonie avec leur peuple, on ne peut rien. Malgré les embargos, là, si vous avez constaté, le Mali, il est en train de se développer. Ils ont créé une industrie moderne pour l'extraction de l'or. Ils ont créé une industrie qui fabrique les portables. Leur usine de coton, ils l'ont réhabilité. Les chemins de fer marchent. Sans compter qu'ils ont augmenté les salaires dans les agents de la fonction publique. Au Burkina Faso, là-bas aussi, c'est des jeunes militaires qui croyaient à la démocratie. Dans un premier temps, ils ont renversé le régime de Roch Kaboré pour installer un colonel. Ils disent qu'il les a trahis, qu'il a dévié, et ils ont rectifié. Maintenant, c'est des capitaines qui gèrent le pays. Ils disent, pour le moment, leur priorité, c'est ramener la sécurité dans leur pays. C'est-à-dire, c'est libérer certaines parties de leur territoire qui sont occupées par les bandits armés, les narcotrafiquants et les terroristes. Ça veut dire que c'est toujours la France qui est derrière, comme c'est l'Union européenne qui subventionne la CEDEAO. Les militaires qui sont là, ils dérangent. On voit qu'ils ont emprunté une voie vers la restauration de la dignité de leur pays. On veut les empêcher, pensant que la CEDEAO, la force de la CEDEAO peut les déloger, installer des gens plus manipulables. Ça, c'est fini. Il faut que les gens, moi, à mon avis, que la CEDEAO s'adapte, qu'elle écoute qu'elle va à la rencontre des aspirations du peuple, que les grandes puissances fassent des injections qu'elles donnent suite à ça, c'est contre-productif. La mission actuelle de la CEDEAO, elle a intérêt plutôt à sensibiliser les pays où il y a la mauvaise gouvernance. Il y a beaucoup de pays qui se disent arriver au pouvoir de manière démocratique, mais qui étouffent l'expression démocratique. C'est dans ces pays qu'il faut aller les sensibiliser. Il y a des pays aujourd'hui où vous ne pouvez même pas organiser une conférence comme je fais maintenant. Vous ne pouvez même pas donner votre avis sans être inquiété. C'est ça que cette mission doit aller sensibiliser les civils qui sont actuellement au pouvoir pour qu'ils puissent une bonne gouvernance. Au lieu d'aller là où ça marche, moi je trouve les 3 pays là dont ils vont aller, ils n'ont pas de problème avec leur peuple. Ils ont un programme qu'ils sont en train d'exécuter, surtout au Mali. Il n'y a pas de manifestations contre eux. Ça veut dire qu'ils sont en harmonie avec leur peuple.
des ayants droit de la chefferie de Dosso, descendant de la lignée Boukar Danda, étaient face à la presse hier lundi à Dosso. Ils ont fustigé les conditions dans lesquelles, disent-ils, les autorités préparent l'élection du nouveau sultan de la cité de Jarmakoy. Suivons ensemble un extrait de cette déclaration. Notre ancêtre, Boukar, a hérité le titre de Jarmakoy, roi de tous les Zarma, de son père Dagour vers 1600 à Kobi, village situé dans le Ton de Kiwindi. C'est avec les mêmes attributs que le Jarmakoy Garantier a installé la capitale du Zarmataray à Dosso vers 1750. Depuis lors, la succession au trône se fait à tour de rôle entre descendants des fondateurs des quartiers historiques de Dosso, d'où l'expression Dosso-Dosso. Les colons français, nouveaux maîtres de l'Afrique, ont conquis Dosso sous le règne du Zarmakoy Atiku, qui avait comme prince héritier Mousso Wezokourigné de Woudunkoukou au titre du quartier Woudunkoukou. Comme partout ailleurs, à la mort du Zarmakoy Atiku, ils ont imposé leur principal collaborateur Autokosom en écartant le prince héritier. Depuis lors, ils ont continué à imposer un descendant de Aouta ou de son frère Moussa Kosom au trône de Dosso. Cette pratique s'est poursuivie jusqu'à la nomination de Maïdane Seydou, alors même que sous la transition démocratique issue de la conférence nationale souveraine, une ordonnance était prise pour mettre fin aux injonctions arbitraires des autorités administratives dans la nomination des chefs coutumiers au Niger. À l'exception de Dosso, les dispositions pertinentes de cette ordonnance contenues dans ses articles 8 et 9 ont été respectées, notamment à Maradi et Tibiri-Goubir, qui sont des chefferies de même rang. Afin de limiter au maximum la possibilité d'arbitraire, l'article 9 de la loi 2015-01 du 13 janvier 2015 portant le statut de la chefferie traditionnelle a été renforcé par un pertinent alinéa 2 qui n'existait pas auparavant. Les sultans et les chefs de province sont désignés selon le mode de nomination consacré par leurs coutumes respectives. Tenez-vous bien, les conditions de désignation et le déroulement du processus de désignation du sultan et du chef de province sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'administration territoriale, conformément à la coutume et à de la communauté considérée. On peut comprendre, sans le justifier, que les désignations de Issouf Seydou et de Maïdane Seydou aient été faites par une méconnaissance par l'administration de l'histoire et de la tradition de Dosso et tolérées par l'ignorance des populations des dispositions de l'ordonnance. C'est donc en toute connaissance de cause que le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation a choisi la voie de l'illégalité en adoptant l'arrêté 0785 MID DAP JDAC du 14 juillet 2023 portant liste des candidats autorisés à se présenter à l'élection du poste de sultan de Dosso. Ainsi, en toute responsabilité, elle s'est engagée dans l'illégalité pour marquer son attachement à deux familles, celle de Aouta et de Moussa, qu'elle considère comme seules ayant droit à la chefferie de Dosso. Et par la même occasion, elle affiche un mépris indescriptible à l'égard des populations de Dosso en occultant les résultats de l'enquête de moralité. Quelle insulte pour nous de faire des Zarmakoy Taraï une affaire de la colonisation. Quelle insulte que de faire des Dossolais un peuple ahistorique, c'est-à-dire un peuple sans histoire. Puisque les pouvoirs publics ont déjà choisi la voie de l'illégalité, dans le processus de désignation du successeur de Sa Majesté Zarmakoy Maïdanda, nous les informons en prenant l'opinion publique nationale à témoin
que les descendants de Boucar, en toute légitimité, n'accepteront plus jamais que leur soit désigné un Zarmoko sultan de Dosso qui ne soit issu du processus prévu par la loi et la coutume séculaire. Aussi, pour une succession apaisée du Zarmoko de Dosso, roi des Zerma, insistons-nous pour que le processus en cours soit suspendu jusqu'à l'adoption de l'arrêté portant les conditions de désignation et de déroulement du processus de désignation du sultan de Dosso, conformément à la coutume authentique de Dosso, comme l'exige la loi. Tout Dosso est concerné et reste mobilisé pour la restauration de sa dignité. Le combat ne fait que commencer. C'est sur cette déclaration que prend fin ce journal qui vous sera rediffusé tout à l'heure à 22h45, demain à 7h15 et à 12h45. Vous suivrez d'autres éditions d'informations sur la télévision La Bari, la passion de vous servir. Moi, je vous reviens jeudi à 19h45, Inch'Allah. À très bientôt et prenez bien soin de vous.